Pierre Quémeneur a donc disparu en cette fin du mois de mai 1923. Qui était-il? C'était le fils d'un épicier de Sizun. En 23, il a 45 ans. Imaginez un célibataire bon vivant, un petit bonhomme assez actif, au front dégarni, avec des bacchantes. Il s'est lancé avant la Grande Guerre dans le négoce du bois, où il a parfaitement réussi, ce qui lui a permis d'acheter une vaste propriété. Il est devenu conseiller général. Bref, c'est un homme qui fait des affaires et qui, généralement, est apprécié par tout le monde. Eh bien, c'est cet homme donc qui disparaît au printemps 1923. Il est parti de chez lui le 24 mai. Il a pris le train pour se rendre à Rennes où il avait rendez-vous avec une de ses connaissances. Et nous y voilà. Il devait retrouver Guillaume Seznec. Il l'a retrouvé, puisque le 25 mai 1923 donc, à 5h30 du matin, tous deux sont partis en direction de Paris à bord d'une torpedo Cadillac. Depuis, la famille de Quémeneur ne l'a pas revu. Le dimanche 10 juin, on a mis un peu de temps comme vous le voyez, son frère et son beau-frère se rendent à Morlaix chez Guillaume Seznec. Et voilà la version que leur donne Seznec et qu'il donnera ensuite aux enquêteurs. Il y a eu ce voyage en direction de Paris, la voiture, ils allaient là-bas pour vendre la Cadillac. Elle était en mauvais état, il y a eu panne sur panne et un peu après Dreux, le conseiller général qui désespérait d'être à l'heure à son rendez-vous le lendemain, il avait rendez-vous avec l'acheteur de la Cadillac et d'autres Cadillac, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Quémeneur donc a décidé de faire demi-tour. Il a demandé à Seznec de le ramener à la gare pour prendre le train jusqu'à Paris. Et il lui a dit, toi tu peux continuer bien sûr et tu me rejoindras. Seulement, aurait précisé Quémeneur à Seznec, si l'auto ne marche pas, rentre à Morlaix la remettre en état. Pour ma part, je serai à l'hôtel de Normandie à Paris en face de la gare Saint-Lazare. Seznec a donc poursuivi un peu et puis, découragé, il serait rentré tant bien que mal à Morlaix. Donc les trois hommes, le frère et le beau-frère de Quémeneur et Seznec lui-même, vont se rendre à la brigade mobile de Rennes le 10 juin pour signaler la disparition du conseiller général. Pourquoi à Rennes et pas à Morlaix ou Landerneau? Pour éviter les indiscrétions autour de cet homme politique dont la carrière était en pleine expansion. À Rennes, disons-le, on ne les prend pas très au sérieux. Après tout, Quémeneur était célibataire, c'est un homme qui sait vivre, il rentrera bien. Seznec, de son côté, rentre chez lui. Les deux autres vont à Paris pour essayer d'enquêter, pour essayer de voir où est passé leur frère et beau-frère. Ils ne trouvent nulle part la trace du conseiller général, ni à l'hôtel de Normandie, ni dans ses lieux habituels. Et le 13 juin, ils portent donc une plainte officielle. Or, ce même 13 juin, la sœur de Quémeneur va recevoir un télégramme. Ne rentrerait à Landerneau que dans quelques jours, tout va pour le mieux. Et c'est signé Quémeneur. Seulement voilà, une semaine plus tard, le 20 juin, un employé de la gare du Havre va trouver une valise jaune à la serrure fracturée. Dedans, il y a du linge, il y a une serviette en cuir. Et dans cette serviette, le carnet de dépenses de Quémeneur avec la trace du fameux voyage du 25 mai et une promesse de vente. Signalons que la valise porte des traces de sang humain. Le 22, le parquet de Brest ouvre une instruction contre X. Le 26, Guillaume Seznec est entendu. Et dès le 29, il est inculpé du meurtre de Quémeneur. Voilà comment cette affaire Quémeneur est devenue, et en très peu de temps, vous voyez, en très peu de jours, est devenue l'affaire Seznec. Alors qui est-il, ce Guillaume Seznec? Eh bien lui aussi, en 1923 à 45 ans, mais disons-le, il est un petit peu l'antithèse de Quémeneur. Lui n'est pas célibataire du tout, il est marié, il est père de famille, c'est un solide paysan breton qui est né dans une famille d'agriculteurs. Sa réputation, disons-le, est moins flatteuse que celle du conseiller général. Il a eu un magasin de cycles au début du siècle qui a brûlé en 1908 et il a touché la prime d'assurance qui a fait jaser à l'époque. Et d'autant plus qu'en 1922, la blanchisserie qu'il avait fondée dans la banlieue de Brest et qui ne travaillait qu'avec les armées alliées, cette blanchisserie qui donc avait moins de travail après la guerre, se met à brûler à son tour et que de nouveau, il touche la prime. Depuis quelque temps, à Morlaix, il tient une scierie. Entre parenthèses, quand vous voyez que Quémeneur était exploitant de bois, vous comprenez pourquoi il se connaissait bien. Alors,
Dans quel but les deux hommes devaient-ils se rendre ensemble à Paris? Eh bien, c'est là qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est au lendemain de la guerre. Les Américains ont laissé en France énormément de matériel militaire et civil, et notamment des milliers de voitures américaines. Or, parce qu'il est très introduit dans toutes ces affaires, Kemener a dégoté une filière pour vendre des Cadillacs à destination, tenez-vous bien, de la Russie soviétique. Eh oui, l'URSS de l'époque, la toute jeune URSS, a besoin de véhicules solides. Or, Kemener possède justement une Cadillac. C'est Seznec qui lui a laissé en gage contre un prêt de 15 000 francs que Seznec n'a pas remboursé. Kemener se dit que cette Cadillac va pouvoir servir d'échantillon à montrer aux courtiers, un certain Charlie, dont à l'époque les enquêteurs n'ont pas trouvé la trace. Aujourd'hui, on sait qu'un dénommé Charlie l'Américain, Gerdy, faisait du trafic avec les soviets. Bref. Évidemment, le conseiller général avait tout intérêt à se mettre au second plan dans les affaires qu'il allait faire avec les soviets, et c'est pour ça qu'il choisit Seznec pour servir d'intermédiaire. Et puis après tout, c'est un bon chauffeur. Puis accessoirement, il est mécanicien et il connaît bien la Cadillac puisque c'était la sienne autrefois. Les voilà donc partis de Rennes le 25 mai à 5h30 du matin. Ça, c'est certain. C'est bien l'une des rares certitudes que l'on ait sur cette affaire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce fameux 25 mai, on a vu les deux hommes à Dreux vers 17h. Il y a eu une crevaison, ils ont fait halte dans un garage pour réparer le pneu. Et Seznec s'est servi d'ailleurs d'un cric qui a disparu par la suite et que les enquêteurs vont considérer pendant un temps comme l'arme du crime. Étant donné le mauvais état de la voiture, ils auraient donc décidé de faire demi-tour pour ramener Kemener jusqu'à la gare. Ils auraient dîné à Dreux dans un restaurant et puis Seznec aurait conduit Kemener donc à la gare pour l'y déposer et lui-même aurait poursuivi vers Paris jusqu'à la Queue les Yvelines. Ça se trouve à mi-chemin entre Dreux et Versailles. Et là, nouvelle panne que Seznec a réparée. Et il aurait repris à ce moment-là non pas la route de Paris, et pourtant Paris était à 50 km, non. Il aurait fait demi-tour et serait reparti à Morlaix. Dans la mesure où la personne disparue est une personnalité politique, même modeste, et qu'elle met en question toute cette histoire de trafic entre Américains et Soviétiques, l'affaire est confiée à la Sûreté Générale à Paris, où Seznec est convoqué le 28 juin. C'est le commissaire Vidal, un Bordelais assez truculent, qui va mener les interrogatoires. Et puis, c'est surtout son adjoint. Son adjoint, c'est un jeune inspecteur aux dents longues, qui plus tard sera célèbre parce qu'il va jouer un rôle essentiel dans l'affaire Stavisky. Il sera considéré comme le premier policier de France. Ce sera Pierre Bonny, qui devient d'une certaine manière assez vite le pire ennemi de Seznec. Alors on procède à des reconstitutions. Le 29 juin, on refait tout le voyage avec les pannes, les crevaisons, etc. À Dreux, Seznec reconnaît la gare où il a déposé Kemener, dans un rapide pour Paris qui partait à 21h56. D'ailleurs, dans le carnet de compte retrouvé dans la valise tachée de sang, la valise qu'on a retrouvée au Havre, très important le Havre, vous allez voir, on voit effectivement qu'il est noté train Dreux-Paris 11 francs 40. Seznec ne se rappelle pas l'endroit sur le trajet Dreux-Paris où ils ont fait exactement demi-tour, mais en revanche, il désigne à la Queue les Yvelines le lieu de l'ultime panne, celle où il aurait donc décidé de regagner Morlaix. Le problème, c'est que des témoins à Houdan vont spontanément se manifester parce qu'ils ont vu la photo de Seznec dans les journaux et qu'il s'avère que c'est à Houdan que les deux hommes se sont arrêtés pour dîner et non pas à Dreux et qu'ils ne sont pas retournés à Dreux le 25 mai. Alors là, Seznec se trouble un peu. Il reconnaît son erreur. Il explique qu'il faisait nuit, qu'il était fatigué. Oui, ils ont quitté le restaurant vers 22h. Or, 4 autres témoins ont assisté ce même soir du 25 mai à 22h à un accident dans la cour de la gare. Cette cour était en cul-de-sac et il y avait souvent des automobilistes qui se trompaient et qui prenaient ça pour l'accès, pour le départ de la route pour Paris. À ce moment-là, la torpédo conduite par Seznec n'a pas pu freiner à temps. Elle aurait heurté une barrière de la cour et les témoins ont bien vu Kemener à côté de Seznec. Kemener qui n'est pas descendu de la voiture. Alors là, Seznec se trouble de nouveau dans ses témoignages. Il fait machine arrière, si je puis dire. Il s'empêtre, disons-le, dans son propre témoignage. Il va proposer plusieurs versions et, disons-le, il perd, auprès de Bonny notamment, le peu de crédibilité qui lui restait. Et c'est le soir donc de ce fatidique 29 juin qu'il est tout simplement inculpé du meurtre de son compagnon de voyage. Et à partir de là,
Le terrible Boni ne va avoir de cesse de multiplier les charges contre le suspect numéro 1, d'ailleurs le seul suspect réel du dossier. Ajoutons pour faire bonne mesure que les 2 hommes ont été remarqués par des témoins à Saint-Lubin, donc en direction de Paris, qu'à la queue les Yvelines où Seznec, désormais seul à bord de la Cadillac, aurait été vu en panne. Un témoin a remarqué une trace de sang sur un bidon d'essence vide, etc. Je vous passe beaucoup de détails. Les enquêteurs s'intéressent à la promesse de vente retrouvée dans la fameuse valise au Havre. Vous vous rappelez, Quémener promettait de vendre à Seznec sa propriété forestière qui se trouvait à Plourivaux, dans les Côtes du Nord. Il lui vendait pour 35 000 francs. Or, elle est estimée quand même à 100 000 francs. C'est à ce moment-là que Seznec, qui est acculé par les enquêteurs, vous imaginez bien qu'on l'interroge en permanence, Seznec sort ce qu'il croit être une explication valable. Il dit qu'il avait déjà réglé 65 000 francs à Quémener sous la forme de pièces d'or. Pièces d'or remises le 22 mai au café de l'Hôtel des Voyageurs à Brest. Sauf que 300 pièces d'or, ça fait une très grosse boîte. Ça pèse non pas 500 grammes comme l'a déclaré Seznec dans sa déposition, mais bel et bien 7 kilos. Or, personne, ni à Brest, ni à Landerneau, à son retour, n'a vu Quémener avec une grosse boîte de 7 kilos. Ajoutons que Seznec était très endetté à cette époque. Il était poursuivi par les huissiers, alors on se demande bien où il aurait trouvé cet or. Au total, vous avouerez que ça fait quand même beaucoup de charges et de présomptions qui pèsent sur Guillaume Seznec, dont la parole n'a vraiment plus de valeur dans le cadre de cette instruction. Et pour lui, le coup de grâce, ça va être l'affaire de la machine à écrire. Alors, il faut revenir sur cette affaire. Il y a un marchand de machines à écrire du Havre, vous voyez encore le Havre, qui va se manifester spontanément auprès des enquêteurs au début du mois de juillet. Il affirme avoir vendu une machine d'occasion de type royal à Seznec le 13 juin. 2 personnes présentes dans le magasin vont d'ailleurs reconnaître formellement Seznec. D'ailleurs, ils avaient fait une partie du voyage en train à ses côtés. Or, le 13 juin, c'est justement le jour où un télégramme adressé à la sœur de Quémener a été dicté à la poste du Havre. Aïe, 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 si je puis dire. Vous savez, le télégramme où Quémener est censé dire « tout va pour le mieux » à sa sœur. La jeune employée qui a enregistré le télégramme est interrogée par les policiers. Or, elle présente l'homme qui lui a dicté le télégramme comme grand, mince, avec des traces à la figure, exactement comme Seznec, qui avait été blessé lors du fameux incendie de 1908 dont je vous parlais tout à l'heure. Le 6 juillet, perquisition à l'atelier de Seznec. Vous me direz, c'est pas la première. La première n'avait rien donné. Mais cette fois-ci, on va découvrir la fameuse machine à écrire de marque Royal, celle avec laquelle indubitablement avait été frappée la promesse de vente. Promesse de vente qui aurait été faite, censée avoir été faite le 22 mai par Quémener à Seznec. Là, plus personne ne s'étonne d'une telle coïncidence. Tout a l'air cousu de fil blanc, sauf que des recherches importantes dans la région de Houdan n'ont toujours pas permis de retrouver le corps. Et sauf que l'arme du crime, elle aussi, est tout à fait introuvable. Voilà donc un assassinat sans cadavre, sans armes, avec un inculpé qui nie en bloc, farouchement. C'est peut-être d'ailleurs sa dernière et principale erreur d'avoir tout nié en bloc. Les preuves, disons-le, sont assez ténues, mais on peut faire confiance à Boni, avec des méthodes qui sont orthodoxes pour certaines et qui le sont beaucoup moins pour d'autres, pour réunir des preuves. La presse va colporter toutes sortes de bruits sur l'affaire. On dénonce les manœuvres de la femme et des employés de Seznec pour peser sur certains témoins. On monte en épingle la tentative d'évasion de Seznec à la prison de Brest. Et quand le procès s'ouvre, le 26 octobre 1924, on peut dire que la France entière est convaincue de la culpabilité de Seznec et que l'opinion publique attend un verdict exemplaire. Or, il faut le dire, pendant les audiences, Seznec ne va pas faire très bonne figure. Son avocat, c'est Maître Kahn, qui va dire au juré « J'ai regretté, moi aussi, de ne pas lire sur le visage de Seznec la trace d'une émotion. Mais si vous saviez comme l'innocence se revêt quelquefois de maladresse, et le défenseur a cette phrase très belle et qui sans doute est vraie, ne jugez jamais un homme sur son attitude. » Alors le 4 novembre 1924, à 1h du matin, le verdict est rendu et Guillaume Seznec est reconnu coupable d'avoir bien tué Quémener, mais, précise le jury, sans guet-apens ni préméditation, ce qui fait qu'il va quand même échapper à l'échafaud
Pour lui, ce sera le bagne à vie. Alors on l'envoie à Saint-Martin-de-Ré, et puis de là, en 1927, il partira pour la Guyane. Par heureux, lui a adressé en message sa femme, par heureux mon Guillaume, emporte mon cœur, ne t'abandonne jamais, je serai ferme jusqu'à la mort. Adieu, Marie-Jeanne. Alors, elle-même, d'ailleurs, Marie-Jeanne va devenir employée de maison à Paris. Sa fille aînée entrera au Carmel de Jersey. Son autre fille, Jeanne, va épouser un des principaux témoins de la défense, c'est-à-dire François Leher. François Leher qu'elle tuera en 1948 de 3 balles de revolver. C'est une affaire à rebondissement extraordinaire et c'est un drame familial comme on en connaît peu, cette affaire Seznec. Je dis un témoin de la défense parce qu'il y a eu des témoins pour essayer de disculper Seznec. Des témoins de la survie de Kemner, puisque plusieurs reconnaissent formellement Kemner bien après le fameux voyage censé avoir été fatal du 25 mai. Leher était receveur des tramways à Paris et il dit qu'il a rencontré Kemner sur une plateforme de la voiture Passy Hôtel de Ville, donc en plein Paris, le 26 mai, par exemple, et qu'il serait rentré ensuite en Bretagne. Alors, je vous avoue que lorsque je racontais cette affaire Seznec il y a quelques années, j'étais plutôt de ceux qui pensaient que Guillaume Seznec était coupable. En tout cas, je trouvais qu'il y avait dans cette affaire tellement de pièces à charge qu'il était impossible de le considérer comme innocent. Les choses, et c'est très intéressant, c'est vrai, les choses ont évolué depuis quelques années. Et si j'en crois les conclusions de l'excellent livre de maître Denis Langlois, qui s'appelle « Pour en finir avec l'affaire Seznec », et si l'on en croit 2 des petits-fils de Guillaume Seznec, le meurtre du conseiller général du Finistère, Pierre Kemner, donc ce 27 mai 1923, n'aurait pas été commis par leur grand-père, mais par sa femme, par Marie-Jeanne Seznec, justement. Pour se dire, on s'appuie sur les confidences d'un fils de Guillaume, petit Guillaume, qui aurait parlé en 1978. Il a été enregistré à son insu par un de ses neveux, et il explique qu'en fait, sa grand-mère, donc Marie-Jeanne, s'est défendue contre Kemner, qui était venu chez elle, et que, dans un acte en quelque sorte de légitime défense, elle l'aurait tué involontairement. Le corps aurait été recouvert d'un drap par la bonne, et quand Guillaume Seznec serait rentré chez lui, il était complètement effondré, et il a fait promettre à l'un de ses grands amis de ne jamais parler de cette affaire, et c'est lui qui l'aurait aidé à enterrer le corps. Ce qui veut dire que Guillaume Seznec a été condamné au bagne à perpétuité, ça c'est incontestable, mais qu'il aurait été donc condamné pour un homicide involontaire commis par son épouse. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.